général Joinville, chef d'état-major général des forces françaises de l'intérieur, vous parle. Vue de l'étranger, l'insurrection nationale a eu un caractère de soudaineté qui l'a rendue mystérieuse, difficile à comprendre et à classer. Elle prenait les allures d'un mirage, même aux yeux de nos alliés. En nous fournissant des armes, ils espéraient obtenir la coupure d'un certain nombre de voies de chemin de fer et l'incendie de quelques dépôts ennemis, mais n'osaient pas prévoir le soulèvement de tout un peuple. Villes et montagnes, vallées et bourgs, le pays commençait à bouger. Une partie des armes de l'armée de l'armistice, le parachutage de matériel anglais et américain et les récupérations sur l'ennemi permirent l'intensification de la lutte. Dans des régions entières, la vie n'était plus tenable pour le Boche, qui se recroquevillait dans quelques centres fortement protégés. Le jour tant attendu du 6 juin arriva. Avant toute indication parvenue du commandement allié, le Comac et l'état-major national des FFI surent considérer que l'investissement de la Bretagne était imposé par la géographie. Le second objectif était également inscrit sur la carte. Il était évident que les troupes allemandes du sud-ouest devaient se trouver en état de moindre résistance. L'ordre fut donné de les attaquer à fond. Tout le centre prit feu. Une à une, les villes furent libérées, tandis qu'à l'est du Rhône, les valeureux maquisards du Vercors, de la Savoie, des plateaux de l'Ain, s'apprêtaient en combattant à ouvrir la voie aux unités de l'armée française débarquées. Les attaques héroïques menées par les seules forces françaises de l'intérieur au sud de la Loire aboutirent un peu plus tard à l'encerclement et à la capture de plus de 20 000 Allemands. La bataille gagnait l'Orléanais, s'approchait de Paris. Le 15 août, le Comac et l'état-major national multipliaient les appels au sabotage intensif. Les ordres étaient préparés qui devaient soulever la région parisienne au moment opportun. Des dizaines d'agents passaient les lignes, indiquaient l'importance des forces ennemies et l'emplacement des troupes alliées. Le 19 août arriva, les ordres furent donnés, et ce fut la bataille de Paris. Les images sonores de cet album n'ont d'autre mérite que celui d'une authenticité absolue. Du 23 au 26 août 1944, elles ont toutes été enregistrées sur les lieux mêmes où le peuple de Paris combattait et mourait pour sa liberté. L'équipe qui a réalisé ce travail était composée de 3 reporters, dont une jeune femme, d'un chauffeur et d'un opérateur. Elle a tenu à garder l'anonymat. Elle a suivi de son mieux les combattants à travers la bataille pour en rapporter ce témoignage. Elle vous prie d'excuser les imperfections techniques de ce travail. Elles sont dues aux circonstances particulières et quelquefois dramatiques au cours desquelles il fut réalisé. Samedi 19 août, midi 30. Nous sommes en ce moment devant la mairie des Batignolles, sur laquelle flotte depuis tout à l'heure le drapeau tricolore. Ce drapeau que nous n'avons pas revu depuis 4 ans. La foule crie sa joie et chante la Marseillaise. Depuis 2 jours, les Allemands évacuent Paris. Par centaines, leurs camions bondés de bagages, de meubles, de tout le pillage qu'ils ont pu emporter ont défilé dans nos rues. La police est en grève depuis mardi. Ce matin, la préfecture de police, l'hôtel de ville et la plupart des mairies de Paris ont été occupées par la résistance. En fin de matinée, l'ordre de mobilisation générale des forces françaises de l'intérieur a été lancé. On l'affiche en ce moment même sous nos yeux. La résistance commence à attaquer un peu partout les Allemands dans Paris. Les accrochages plus sérieux ont déjà eu lieu place Saint-Michel, dans le 18e et à Neuilly. Samedi 19 août, 16h30. Dans Paris, la bataille s'étend. On se bat dur à la mairie du 10e et autour de la préfecture. Ici, au Batignolles, la mairie et le poste de police sont barricadés avec des sacs de sable,
et des plaques de tôle. Les FFI, brassards tricolores au bras, ont mis maintenant le quartier tout entier en état de siège. De temps en temps, des camions allemands passent en mitraillant. Nous sommes maintenant dans la cour de la mairie des Batignolles. Une petite pièce à droite, en entrant dans la mairie, c'est le PC du commandant Désiré, commandant du secteur des Batignolles. Entrons. Oui, c'est entendu. Comment? Voici le commandant Mercury, Demain? adjoint du commandant C'est Désiré. Qu'y a-t-il, monsieur? Excusez-moi, mon commandant, quelle est la situation dans le secteur des Batignolles en ce moment? Ça a l'air de chauffer, on dirait. Hein? Alors ça, vous pouvez le dire. Qu'y a-t-il de Vaucluse? Mon commandant me signale 3 chars allemands venant de la place des Ternes en direction du boulevard des Batignolles. Que dois-je faire? Mettez un groupe de guetteurs au coin de la rue des Batignolles et de la place. Organisez un centre de résistance dans le garage Citroën au coin de la rue de Rome. Le reste de la 3e compagnie en petits postes. Le premier, devant le café de la Roulotte, à l'angle de la rue de Rome. Un autre au coin de la rue Boursault. Un 3e au coin de la rue de Moscou avec des bouteilles d'essence, prêts à intervenir si les chars allemands avancent vers la place Clichy. Compris? Bien, mon commandant. Dès que tout est en place, je vous fais prévenir. Eh bien, dites donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir du sport dans votre quartier. Ah oui, vous tombez bien. La première compagnie vient de prendre 25 friquets dans un camion. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans la cour de l'école Truffaut avec 3 sentinelles. Vous avez pris des armes? Oui, 20 Mauser, 15 mitraillettes, 10 parabellums, 2 caisses de grenades. Bon, portez-les à l'armurerie. Distribuez des armes à la 2e compagnie. Il y a des pertes? 3 tués, 10 blessés. Oui, ici les Batignolles. Ah bon? Bon, ne quittez pas, je vous passe le commandant. Mon commandant, c'est Nogent, il demande du renfort. Allô? Oui? Du renfort? Demain? C'est entendu. Ça va mal là-bas? Ben vous l'entendez? On va leur donner un coup de main. Demain, la 1e et 2e compagnie partiront en camion. Nous voici de nouveau dans la cour de la mairie. Le dispositif de combat est en train d'être mis en place. Les hommes se rassemblent. Quelques-uns ont des fusils, la plupart allemands d'ailleurs, des armes prises à l'ennemi. La grande majorité n'a malheureusement que des revolvers. Bien car on dirait qu'il se passe quelque chose là-bas. Et oui, dans le bas de combat, les hommes courent, sautent dans des voitures qui démarrent, à fond de train. D'autres effectifs occupent les fenêtres et les barrages de sacs de sable. Oui, ça pétara du côté de la rue de Rome. Attention, des gens courent. Un camion allemand, couchez-vous. Lundi 21 août 1944, 22 heures. Nous sommes en ce moment à 26 mètres sous terre, dans une des galeries du réseau d'égouts et de catacombes qui forment sous Paris une véritable cité souterraine. Nous sommes descendus tout à l'heure par la rue Selcher et nous sommes en train de nous diriger vers le PC du colonel Roll, chef des effectifs d'Île-de-France. Ce PC est installé exactement sous le lion de Bedford, dans un abri à défense passive qui, comme je le savais, chef du service des égouts de Paris, a mis à la disposition de la résistance sur l'ordre du général Dassault, gouverneur militaire de Paris et commandant militaire du Front National. Une énorme porte blindée barre la galerie. Oh, elle est colossale, elle est formidable cette porte. Qu'est-ce que c'est ce bruit de moteur qu'on entend comme ça? Ce sont les diesels pour la lumière et la ventilation. Ah bon, oui, oui. Oh, mais la porte est énorme, la porte est colossale, ça a au moins 25 cm de largeur. Oh, même avec une grenade, ils peuvent toujours venir. Une grenade là-dedans, ça fait une piqûre d'épaule sur un éléphant. Oui, c'est formidable, formidable. La porte s'ouvre, nous entrons dans l'abri lui-même. C'est une impression extraordinaire, on se croirait dans la ligne Maginot. Une grande galerie centrale, voûtée, éclairée violemment, à droite et à gauche des portes métalliques qui donnent sur des pièces, le standard téléphonique, le réfectoire, des dortoirs, des bureaux. Ah, voici le bureau du colonel Roll. Je m'excuse, mon colonel, nous sommes venus vous demander où en est la situation ce soir dans Paris. Voici la situation. L'insurrection s'étend, toutes les manœuvres de l'ennemi, trêve comprise, ont été déjouées, les défenseurs de la cité sont renforcés et constituent un centre de résistance inexpugnable dont les barricades forment les points d'appui principaux. D'autres barricades au nord et au sud, de l'hôtel de ville au boulevard Saint-Germain, en sont les ouvrages avancés.
Depuis 3 jours, rien qu'à la cité et place Saint-Michel, les Boches ont perdu 3 chars et quantité de camions. Ah, c'est magnifique. Nous avons fait de nombreux prisonniers. La milice patriotique de Paris-Soir a pris un char. Ça, c'est formidable. Et en banlieue, mon colonel? Des combats sérieux. Tenez, voyons la carte. Nos forces occupent les mairies suivantes. Les Lilas, Bagnolet, Bondy, Drancy, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Montreuil, où s'est déroulé un dur combat. Pavillon-sous-Bois. À Vincennes, nous avons attaqué le fort, et nous avons été repoussés la première fois. Espérons qu'on le prendra la prochaine fois. Et les Alliés, où sont-ils exactement? Ils se rapprochent. Mes officiers ont établi la liaison avec eux. Hier, dans le sud, ils occupaient la ligne Bonaflé, Maule, Ben, Trappes, Arpajon. On s'est battu ce matin à Montlhéry. Les Allemands s'organisent défensivement dans la région Vissou, Risserangy, Juvisy, Fleury-Saint-Michel, Montlhéry. Il n'y a d'ailleurs qu'un faible rideau de troupes devant les Alliés. Ah, il y a peu de monde. Et dans le cadre général de la bataille, mon colonel, quels sont les buts tactiques de l'insurrection? D'abord, empêcher la destruction de la ville en occupant, sans s'y accrocher coûte que coûte, les édifices et les centres vitaux. Empêcher la destruction des ponts qui germaient l'avance alliée. Attaquer l'ennemi partout et le battre. Enfin, sauver Paris et sa population. Et on le sauvera, mon colonel. Et l'armement? C'est le point faible. Nous manquons d'armes, surtout d'antichars. Heureusement, notre tactique de la guérilla déconcerte littéralement le Boche. Alors, confiance, mon colonel? Plus que jamais. Tenez, voilà les ordres de la population parisienne que je viens de rédiger. Les FFI et la population ont engagé la bataille pour Paris. Chaque fois que nos soldats ont respecté la tactique mobile de la guérilla, ils ont écrasé l'adversaire. Cependant, un danger subsiste. Les mouvements rapides des chars ennemis. Ce danger est facile à conjurer. Il suffit d'empêcher les Boches de rouler. Pour cela, que toute la population, hommes, femmes, enfants, construisent des barricades. Que tous abattent des arbres sur les avenues, boulevards et grandes rues. Que les petites rues soient particulièrement obstruées par des barricades en chicane. Organisez-vous par maison et par rue pour garantir votre défense contre toute attaque ennemie. Dans ces conditions, le Boche sera isolé et cerné dans quelques sens. Il ne pourra plus exercer de représailles, tous aux barricades, signé Roll. Eh bien, merci, mon colonel. Merci infiniment de votre accueil. Nous sommes place d'Enfer-Rochereau. La rue est déserte. Attention, une voiture. Voiture allemande. Il ne se doute pas qu'ils viennent de passer exactement au-dessus du cerveau de l'insurrection. Mardi, 22 août 1944, 14 heures. Nous sommes dans une maison de la rue d'Enfer-Rochereau, pas très loin du Val-Bullier. Ça tiraille dehors autour du Luxembourg. Une petite pièce nue, meublée d'une table, de quelques chaises. C'est le lieu de réunion du comité d'action militaire, organe de commandement suprême des forces françaises de l'intérieur sur le territoire national. Les 3 hommes, sur qui pèse la responsabilité de la bataille, sont là. Pierre Villon, qui préside, Jean de Beaujouet, dit Vaillant, Maurice Criégel, dit Valrimont. Villon parle. Maintenant que l'appel du CPL a été approuvé par le CNR et que les représentants civils et militaires du gouvernement s'y sont ralliés, voyons où nous en sommes. Vaillant, qu'est-ce qui se passe à Paris? Justement, j'arrive à l'instant du PC de l'état-major de Paris. Depuis hier soir, la bataille a repris partout avec intensité. Nos formations sont passées à l'attaque, notamment dans le secteur sud de défense de la cité, où ce matin encore, des chars ont été mis en déroute après de durs combats. Les hommes font preuve d'un mordant remarquable. On constitue des unités spéciales, de grenadiers anti-chars, qui s'attaqueront aux patrouilles Boches sur les quelques itinéraires qu'ils parcourent encore. L'ordre de dresser les barricades est exécuté partout. Et toi, Valrimont? Au PC de l'Île-de-France, tout va très bien. Les liaisons fonctionnent avec tous les départements et tous les groupes. Pour transformer Paris en souricière, pour isoler les îlots Boches, il faut obtenir une participation encore plus intense de la population. Je vous propose l'appel suivant. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi traqué bat en retraite avec des débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français debout, tous au combat.
Ça vous va? Très bien, tout à fait d'accord. C'est parfait. La participation à l'action défensive entraînera de nouveaux combattants dans l'action offensive. Ainsi, quelle que soit la date de l'arrivée des troupes alliées de la division de Clerc, nous créerons les conditions de l'extermination des îlots allemands. Mardi 22 août 1944, 21h30. Nous sommes en ce moment au pied de la butte Montmartre. Toute la population du quartier est dans la rue. L'appel aux barricades a été entendu dans toute la ville. À tous les coins de rue, à tous les carrefours, les barricades commencent à se dresser. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde s'y est mis. En ce moment, on est en train d'abattre sous nos yeux des arbres. On dépave la chaussée, on renverse les kiosques à journaux, on emplit de sable les sacs de la défense passive, les maisons se vident de toute la ferraille disponible. Liquage, vieilles autos, voitures d'enfants, poubelles défoncées. La barricade occupe ma part maintenant complètement la rue sur toute sa largeur. Elle a déjà au moins 1 mètre de haut. Et l'ambulance, c'est pas vrai. La première à droite, il y a une chicane. Oui, tu pourras passer. Oui, ça va devenir guide, si plus les mettre dans Paris, ça va pas être facile. Et les gars, sortez-vous, l'avez friqué. Attention, débranchez l'autre micro. Non, laissez celui-là, On s'attendait que toute la journée, un raid allemand sur un garage qui est là à côté de nous et qui sert de PC à un groupe de combat. Il semble bien que l'attaque soit en train de se déclencher. Ah oui, ça tire là-bas, juste à l'entrée de l'avenue. On voit des petites silhouettes grises qui viennent en longeant les murs. Mais oui, ils sont des boches. La barricade vient d'ouvrir le feu. Mercredi 23 août 1944, 14h. Nous voici dans la cour de la préfecture de police qui depuis 3 jours résiste à tous les assauts. La cour est pleine de voitures prises à l'ennemi. Les défenseurs sont tous en civil, brassard tricolore au bras. Ah, voici Monsieur Tabourin. Monsieur Tabourin, vous êtes, je crois, responsable de la compagnie des Halles. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que vous la commandez. Oui. Elle Alors... se compose de 200 hommes. Il y en a une partie, la moitié se trouve à la cité, c'est-à-dire à la cour de la préfecture, disséminée au créneau, etc. Et l'autre partie se trouve à l'intérieur du métro Châtelet pour éviter les infiltrations ennemies. Oui, c'est ceux que nous avons vus et qui nous ont conduits jusqu'à ça vous. Même. Oui, et indépendamment de ça alors? Eh bien, j'ai constitué des groupes francs qui circulent dans Paris et qui attaquent l'ennemi pour récupérer des armes le plus possible. Oui. Vous avez eu des accrochages, oui? Eh bien, il y a eu pas mal d'accrochages, oui. Des pertes? Il y a pas mal de pertes. Mais vous circulez... Beaucoup de blessés surtout. Des blessés? Et vous circulez, mais comment? Les voitures que vous employez sont des voitures de la préfecture? Il y a des voitures de la préfecture et des voitures de récupération. C'est-à-dire des voitures... Il y a des voitures de tourisme que l'on récupère aux Allemands et des camions qui ont été récupérés. Il y en a environ une quarantaine dans la cour de la préfecture. Une quarantaine pris à l'ennemi? Ah ça c'est formidable, c'est ceux qu'on voit là. Enfin, c'est ça. C'est ceux qui sont là, mais dites donc c'est déjà un beau butin ça. Et alors, vous allez loin les raids? Eh bien, nous allons des fois jusqu'en banlieue. Il m'est arrivé d'aller à Vitry. Oh là, à Vitry? Oui, et me trouver coincé, si je peux dire, dans une impasse. Dans une impasse? Oui. C'est-à-dire que nous nous trouvions du côté du Moulin Vert, je crois qu'on appelle, ce coin-là. Oui. Et alors, nous avons été... Coincés par les Allemands? C'est ça même. Eh bien, vous avez pu vous en tirer? Eh bien oui, nous avons fait marche arrière rapidement et nous nous sommes trouvés dans la première rue du... Eh bien écoutez, je vous félicite pour cette fois-là, vous avez eu de la chance, vous m'excusez, je suis obligé de vous quitter parce qu'on nous attend là-haut pour voir les prisonniers. Au revoir monsieur Tabourin, mes compliments, bonne chance. Nous sommes maintenant au second étage dans les anciens locaux des renseignements généraux où l'on garde les prisonniers allemands. Eh bien ils n'ont pas l'air de gros en faire. Tenez, interrogez dans celui-là. Demandez-lui donc comment il a été pris. Comment avez-vous été pris? Sur une voiture? Oui, nous avons passé devant le palais de justice avec 2 voitures et on a tiré contre nous. Nous sommes descendus de voiture. Oui, et alors? Nous nous sommes cachés dans une maison. Dans cette maison, il y a des soldats qui étaient blessés. On est monté dans une étage pour demander quelqu'un qui aide aux blessés. Oui. Et les policiers français sont arrivés de demander de nous rendre. Et après quelques échanges de balles,
Nous ne sommes plus. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son tour, c'est la guerre. Toujours au second étage, au créneau qui commande le quai des Grands Augustins. Alors, monsieur Resdorf, vous êtes responsable de la 6e compagnie de circulation. Vous commandez en somme la défense de tout ce côté-ci. C'est ça. C'est-à-dire, votre secteur va d'où à où? Il part de la place Saint-Michel jusqu'au Petit Pont. Ah bon? Ah, vous avez la place Saint-Michel dans votre secteur? Eh bien, mes compliments, c'est un endroit chaud, ça. Ah, ça, pour être chaud, c'est chaud. Oui, vous avez dû avoir du travail. Ah, oui, hier, il y a un camion qui est arrivé, on a tiré dedans, il a pris feu, il y avait des Allemands dedans, il y en a eu pas mal de tués et de blessés. Il y en a juste un qui s'en est échappé, il est arrivé vers la barricade, les mains en l'air, en disant Autrichien, camarade. Alors, voyant ça, on l'a fait passer de l'autre côté de la barricade, et comme on avait des armes allemandes récupérées, on lui a, qu'on ne connaissait pas le maniement, on lui a dit, montre-nous comment ça marche. Ah, vous l'avez employé comme professeur? Ça, c'est vraiment... Alors, il nous a montré comment ça fonctionnait. Oui, sans discuter, non? Volontiers? Ah non, volontiers. Ah, c'est très bien, ça. Il était content de sauver sa peau, lui. C'est magnifique. Alors... Après ça, qu'est-ce que vous en avez fait, alors? Lui, on l'a renvoyé à la préfecture de police, à la disposition du préfet, qui, lui, était chargé d'interroger pour savoir le moral des troupes qui passaient à Paris. Oui, je comprends bien. Et alors, après ça, vous avez utilisé les armes du professeur? Je comprends. Oui, avec bons résultats? Des résultats. Bon, et bien, mes compliments, continuez, merci.